Bonjour à tous, vous m'entendez? Ok, parfait. Voilà, donc je vais vous parler de ce qu'on fait chez Arvalis sur les associations de culture. Donc ouais, pour commencer, parce qu'on parle beaucoup de diversification, bon, bien évidemment, on travaille sur les rotations culturelles en termes de sources de diversification. Euh, donc il y a pas mal de données acquises, dont certains essais sont d'ailleurs très anciens. Vous avez l'exemple de l'essai de Boigneville qui a démarré en 1970 et qui compare différents précédents du blé. Donc voilà, des essais comme ça, il y en a un certain nombre. Et actuellement, quand on reconçoit des systèmes de culture pour résoudre un certain nombre de problèmes, notamment la protection des cultures, bien évidemment, on utilise énormément la rotation culturelle. Ça, c'est évident. Mais je voulais juste resituer le fait que quand on travaille sur des plantes de services ou des associations, on ne le voit pas forcément comme étant une manière de diversifier la rotation, mais plutôt va étudier l'intérêt de la plante de service en tant qu'apporteuse de solutions, de services ou de disservices dans certains cas. On ne va pas forcément chercher à augmenter le nombre de cultures par principe, voilà, le nombre de plantes dans la rotation. Alors je vais vous montrer trois exemples de plantes sur lesquelles on peut travailler. Le premier, c'est plutôt des plantes qui peuvent avoir un cycle court, qui vont pas forcément, enfin qui peuvent cohabiter avec des cultures, mais sur des périodes très courtes ou pendant l'interculture, et qui vont avoir des objectifs assez divers. Donc là, c'est plutôt orienté protection des cultures. Donc le premier exemple à gauche, c'est l'exemple de biofumigation. Enfin, on suppose que c'est le mécanisme avec un exemple d'un essai qui est assez ancien à Aulnay-aux-Planches dans la Marne, où on avait vous avez le rendement du blé. euh, Voilà, vous avez ici le rendement du blé de betterave en référence et un blé sur blé en rouge. Et le fait d'introduire une moutarde entre les deux blés permet, notamment les années où il y a beaucoup de piétins, de limiter les pertes de rendement. Donc on suppose qu'il s'agit de biofumigation, dont le mécanisme a été cité précédemment. Alors pour être tout à fait honnête, on a eu d'autres essais qui n'ont pas forcément répondu tout à fait comme on l'aurait souhaité. Le mécanisme apparaît comme étant assez aléatoire et donc il y a des essais en cours qui sont notamment conduits par mes deux collègues Camille Gelard et Romain Valade là, qui sont présents ici. Donc pour essayer de mieux les maîtriser. Et un autre exemple de plante de service, donc il s'agit de blé, et de maïs qui sont en fait semés en même temps que du maïs. Donc là vous avez un exemple sur une micro-parcelle avec, vous voyez, on rajoute des plantes dans la culture de maïs. Et on parle de plantes à pas. L'idée, c'est que les taupins qui vont attaquer le maïs peuvent, de manière aléatoire, tomber sur d'autres plantes qu'on aura semées, par ailleurs, et ce qui va conduire à diluer l'attaque. Donc là, vous avez 60% d'efficacité avec un insecticide microgranulé, donc ça nous sert de référence agriculteur, on va dire, et l'association de 60 kg de blé et 60 de maïs euh, semé dans la culture de maïs permet d'obtenir à peu près le même niveau d'efficacité. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Voilà. Après, il y a des contraintes pratiques, hein. Il faut quand même semer 120 kg hectares de semences, donc c'est quand même de la manipulation. Et il faut également détruire ce couvert vers le stade 3-4 feuilles du maïs pour éviter la compétition ultérieure sur le maïs. C'est-à-dire que là, on vise vraiment un service au moment où le maïs est sensible au taupin et après on arrête. Voilà. Alors on a quelques exemples comme ça. Malheureusement, il y a eu pas mal de travaux sur d'autres ravageurs, d'autres maladies qui n'ont pas forcément toujours été concluants. Donc globalement, là, on essaye d'avancer, mais il y a quand même des obstacles techniques pour trouver des solutions dans pas mal de cas. Autre exemple d'association, c'est des cultures associées. Donc céréales protéagineux, bon ça c'est un exemple très connu. Donc là, c'est des résultats obtenus en agriculture biologique, parce que ce type d'association présentera d'autant plus d'intérêt qu'on est en situation d'azote limitant pour exacerber l'effet de synergie entre les deux types de plantes. Donc là, vous avez le rendement, c'est les bâtons orange, et les teneurs en protéines, donc c'est les points gris. Pour la céréale pure sans azote, on a également ici en deuxième une céréale qui a été fertilisée avec 60 à 90 kg d'azote, alors sous forme organique, hein, parce qu'on est en agriculture biologique.
l'association céréales plus légumineuses qui a été récoltée. Donc la partie verte, c'est en fait la part de légumineuses dans le rendement. Donc il y a à peu près 9 quintaux plus environ 30 de céréales. Et une pratique peut-être un petit peu plus originale, c'est qu'on a pour la dernière modalité introduit une légumineuse mais qui a été détruite plutôt on va dire sur la deuxième moitié de cycle du blé. Donc en fait ça a été détruit selon les essais entre deux nœuds et les piaisons. Donc plutôt on va dire entre le mois d'avril et le mois de mai hein, globalement. Et donc l'idée c'est que la légumineuse pousse, on la détruit et elle est censée apporter de l'azote à la céréale avec une croissance quand même, voilà, une destruction un petit peu tardive. On arrive au même rendement que le témoin. Par contre, on peut noter un gain sur les teneurs en protéines de un petit peu moins d'un point, tout comme d'ailleurs le blé qui était associé. Donc un résultat technique plutôt intéressant. Voilà, pour les céréales associées, avec récolte des deux plantes ou destruction de la légumineuse. Et donc on a ici un exemple de calcul, calcul économique pour resituer les différentes pratiques. Donc si on regarde la marge, si on regarde la marge nette, donc c'est le point rouge. À chaque fois, vous voyez qu'on est à peu près à 1070 ou 1080 euros de marge à l'hectare pour la céréale pure ou la céréale fertilisée. La céréale fertilisée, finalement, fait plus de rendement, mais l'azote en bio est tellement cher que finalement, ça n'apporte rien en termes de marge. Après, c'est une question de choix, est-ce qu'on fait du volume ou pas. La céréale avec la légumineuse détruite fait à peu près le même niveau de marge, à quelques euros près. Et finalement, c'est la céréale associée avec une légumineuse et récolte des deux qui permet de gagner environ une centaine d'euros de l'hectare. Donc une pratique plutôt intéressante, et qui se développe un peu en bio, contrairement à l'agriculture conventionnelle où le fait de mettre de l'azote a tendance à réduire quand même l'effet de synergie entre les légumineuses et les céréales. Dernier exemple, c'est les couverts permanents. Donc là, le principe, alors oui, j'ai pas mis de photo, ça aurait pu être intéressant. Enfin, le principe, c'est qu'on sème un couvert pour plusieurs années, par exemple du trèfle blanc ou de la luzerne, qui vont être semés dans un colza, c'est une pratique assez répandue, comme une plante compagne. La plante va survivre au colza, pousser l'été qui suit, et l'idée, c'est de semer la céréale en semi-direct dans le trèfle ou la luzerne, et on peut soit garder ce trèfle ou cette luzerne vivant, ou au contraire les détruire, par exemple en sortie d'hiver. Donc on a un peu les deux pratiques possibles. Donc on a eu la cohabitation de deux plantes. Par contre, contrairement au premier cas que j'évoquais avec les plantes à pas, là on a une plante qui est déjà une luzerne, par exemple, qui est très costaud au moment de semer le blé. Donc il y a un gros intérêt parce qu'il y a beaucoup d'azote dans la plante et donc c'est potentiellement beaucoup de services, mais aussi un effet de compétition qui peut être très fort. Sur 50 comparaisons, on a exactement à 1% près, et ce n'est pas significatif, on a à peu près le même rendement entre le blé associé à une légumineuse et le témoin à fertilisation identique. Donc finalement, on peut se dire, bah, finalement, bof, il n'y a pas grand-chose. Par contre, on voit qu'il y a une énorme dispersion. En fait, on va de 45 à 128% des témoins. Et cette dispersion, elle est intéressante à analyser. Donc si on va déjà un petit peu plus loin, donc dans les cas où le couvert a été gardé vivant, donc en moyenne on a fait 97% des témoins, donc on est un tout petit peu moins bon, mais on voit que selon la trajectoire ou la dynamique de croissance du couvert, on a des résultats très différents. Ce qui s'est mal passé, c'est globalement quand les couverts étaient trop développés au printemps, quand ils faisaient entre 1 et 2 tonnes à la floraison, et encore 1 ou 2 tonnes, c'est pas beaucoup, on aurait pu faire pire. Finalement, en moyenne, on a perdu 30% de rendement. Donc là, la période clé au printemps, voilà, le blé a des gros besoins en azote notamment, et on s'est aperçu que quand il y avait une baisse de rendement, il y avait une baisse de l'INN du blé à la floraison. Donc en fait, compétition pour l'azote. C'est contre-intuitif parce qu'on a mis une légumineuse dans la rotation. Par contre, quand le couvert est gardé vivant, ça se passe mieux, et notamment quand il fait plus de 2 tonnes à l'automne, au moment de semer le blé. Et dans le cas où les couverts ont été détruits, ça se passe un petit peu mieux, il y a moins de risques, notamment il n'y a pas ces grosses pertes si le couvert est mal maîtrisé. Et on retrouve également une différence entre les petits couverts à l'automne et les gros couverts, quoi.
Voilà. Alors, c'est des pratiques d'agriculture conventionnelle. Pour être tout à fait transparent, il y a une régulation des couverts avec des herbicides, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire sans. Donc, on utilise des céréales assez compétitives, à cycle précoce. Elles sont fertilisées, donc ça les aide aussi à pousser et à couvrir le sol, à mieux maîtriser la légumineuse. Mais on s'aide quand même d'herbicides à dose réduite pour maîtriser un minimum le couvert, parce qu'on ne sait pas faire sans aujourd'hui. En tout cas, dans la plupart des parcelles. Alors, je vais vous montrer un dernier résultat qui est beaucoup plus exploratoire, où on essaye comment dire, de reproduire ce type de résultat, mais en agriculture biologique. Mais c'est beaucoup plus, comment dire, casse-gueule, entre guillemets, parce que bah, voilà, il n'y aura pas l'herbicide pour essayer de maîtriser la plante de service. Donc là, l'astuce, entre guillemets, ce serait d'essayer de séparer dans l'espace la céréale et la plante de service. Donc là, la machine vient de passer. Donc en gros, pour faire simple, c'est une espèce de petite tondeuse qui va faucher sur à peu près 18 cm de large. Et donc on positionne de la luzerne, par exemple, sur ces bandes et on va mettre les rangs de blé entre les rangs de luzerne. Voilà. Donc on utilise une architecture végétale bien précise. On utilise des systèmes RTK, c'est-à-dire des systèmes de guidage très précis pour nous aider. Et un matériel, un agroéquipement qui est assez spécifique parce que c'est vraiment développé spécifiquement pour cet usage. Donc il y a des travaux et une collaboration avec l'INRAEL qui démarre. Et bon, le sujet reste encore assez exploratoire. On n'en est pas encore allé diffuser ça dans les exploitations agricoles. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.